Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, la République des îles Marshall partage avec les Nations unies un héritage unique qui remonte à la création de cette organisation il y a 80 ans. Dans le cadre d'une tutelle stratégique de l'ONU, c'est la bannière de l'ONU qui flottait sur nos îles et qui nous a inspirés à nous exprimer face à l'injustice. Lorsque l'ONU a été fondée, c'était pour honorer l'engagement de ne plus tolérer l'agression, d'éviter les tensions géopolitiques ou de futurs conflits entre des superpuissances telles qu'envisagées dans ma région et ailleurs. Alors que nous avons tant besoin de la coopération internationale, ce sont les fondements même de notre ordre international qui sont incertains. Mon atoll à faible élévation est le témoin des effets virulents des changements climatiques. Ce que les dirigeants du Forum des îles du Pacifique n'ont eu de cesse de caractériser comme la plus grande menace pour notre région. L'ampleur des effets et l'avenir de nos générations futures dépendent de notre capacité à coopérer. Si je pouvais trouver une sonnette d'alarme qui retentirait plus fort que mon intervention aujourd'hui, je la ferais sonner. Il est encore possible d'agir, mais il faut agir urgemment, adopter des mesures de grande ampleur pour réduire les vulnérabilités dans les secteurs clés et renforcer les nations démocratiques et libres qui sont l'essence même de notre région insulaire. Nous devons appréhender notre monde où la sécurité est liée à nos vulnérabilités selon différents indicateurs. Nous craignons que nos institutions ne soient pas à la hauteur des menaces futures, qu'il s'agisse de l'élévation du niveau des mers ou de la compétition géopolitique. Madame la Présidente, lors des décennies de tutelle stratégique gérée par l'ONU, le Conseil de tutelle de l'ONU a été une plateforme centrale pour nous faire entendre et pour dire au monde ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Mais le Conseil de tutelle n'a pas pleinement réalisé son mandat. Nous portons les stigmates de 67 essais nucléaires atmosphériques réalisés entre 1946 et 1958, qui suscitent bien des difficultés encore aujourd'hui. Nous reconnaissons les mesures prises par les anciennes autorités administrantes, les États-Unis, mais des désaccords perdurent, notamment quant aux responsabilités à déterminer. Nos communautés aspirent à la justice, à un environnement propre et à un retour dans leur foyer en toute sécurité. Les appels que nous avons faits au Conseil de tutelle demandant de cesser les essais nucléaires ont été balayés avec des garanties quant à notre bien-être et l'adoption de résolutions en 1954 et 1956. C'est à cette occasion que cet organe de l'ONU a permis ces essais nucléaires. Le résultat se traduit par le fardeau des risques nucléaires et une exposition aux radiations pendant des générations. Nous subissons encore les enjeux environnementaux et sanitaires tels que confirmés par la résolution du Conseil des droits de l'homme 57-26 et le haut-commissaire aux droits humains, les rapporteurs spéciaux sur les produits toxiques et les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Aujourd'hui, ces enseignements difficiles de notre passé devraient guider les efforts internationaux visant à mettre fin à la menace nucléaire par tous les moyens. L'accroissement des tensions internationales fait augmenter les risques nucléaires. Les îles Marshall ont récemment signé
le traité établissant une zone exempte d'armes nucléaires dans le Pacifique Sud, le traité Rarotonga, et nous comptons sur sa ratification prochaine. Nous le savons, le Conseil de tutelle va se rassembler en décembre. 79 ans après l'organisation du premier essai nucléaire dans mon pays, l'ONU devrait être en mesure de reconnaître ce qu'il s'est passé et de présenter ses excuses pour ce qui a été organisé en son nom et sous sa bannière. L'ONU devrait reconnaître que notre voix et notre peuple n'a pas été entendus. 34 ans après notre accession à l'organisation en 1991, les organes de l'ONU pourraient contribuer à panser nos plaies, et ce, en raison de décisions qui n'auraient jamais dû être prises. L'élan positif créé par la troisième conférence sur les océans sera indispensable pour faire le choix d'une solution à plus long terme et pour renoncer au court-termisme. Nous sommes fermement engagés en faveur de la préservation de la santé de nos océans qui sont indispensables à nos moyens de subsistance et à nos populations. En tant que petit État insulaire, mais vaste nation océanique, nous sommes pleinement conscients des menaces que représentent la surpêche, l'exploitation non durable des ressources marines et les effets en cascade des changements climatiques. Nos efforts se fondent sur la volonté de créer des écosystèmes océaniques sains et résilients, appuyant l'intégrité écologique et la prospérité économique. En tant que gardiens de l'océan Pacifique, nous exhortons la communauté internationale à prendre des mesures audacieuses, à redoubler d'efforts pour lutter contre la pollution marine, l'acidification des océans, tout en appuyant les PEID et en leur permettant de renforcer leur capacité de gestion. Les îles Marshall ont rejoint 37 autres nations qui ont appelé à un moratoire sur l'exploitation minière en haute mer en l'attente d'un code doté de garde-fous adéquats et alors que nous ne connaissons pas encore les effets sur la biodiversité. Nous devons compter sur une véritable volonté politique accrue pour renoncer cette mentalité qui vise à forer d'abord et demander la permission après, et ce sans évaluer les enjeux, y compris pour les pêches et la chaîne alimentaire marine. Nous avons adopté notre première interdiction d'octroi de permis d'exploitation minière en haute mer, alors que nous recensons notre biodiversité dans notre zone économique exclusive au nord, et alors que l'exploitation minière en haute mer menace de se renforcer. Nous ne pouvons pas nous permettre que ces exploitations minières aient des effets irréversibles sur notre région et nos pêches. Les îles Marshall saluent l'entrée en vigueur de l'accord sur la biodiversité au-delà de la juridiction nationale très prochainement, et nous comptons sur une architecture robuste. Cette année, nous célébrons le 10e anniversaire de l'accord de Paris et la création de la coalition ambitieuse visant à nous en tenir à une augmentation de 1,5 degré Celsius. 10 ans plus tard, nous sommes au bord du précipice. La Cour internationale de justice a confirmé que le droit international exige que toutes les nations agissent, qu'elles soient signataires de l'accord de Paris ou non. La décision est claire. Il s'agit d'obligations contraignantes. Il s'agit d'obligations à éviter les dégâts dont nous sommes les témoins aujourd'hui et qui vont s'aggraver alors que les températures augmentent. La grande majorité des pays échouent à honorer leurs obligations. La Cour internationale de justice a indiqué que le droit international exige des mesures et une
diligence stricte de la part de tous. Il s'agit là d'obligations contraignantes à éviter les dommages dont nous sommes maintenant les témoins. La CIJ a aussi confirmé que, comme nous l'avons toujours dit dans le Pacifique, une fois établies, les zones maritimes sont immuables et notre statut d'État perdurera alors que le niveau de la mer s'élève. Chaque pays devrait avoir présenté ses nouvelles cibles climatiques d'ici à février. De cette façon, nous devrions être conscients des mesures à prendre pour préserver la promesse de 1,5 degré Celsius d'augmentation. Seuls 15 pays, y compris les îles Marshall, l'ont fait, et seuls 32 l'ont fait jusqu'à présent. Ces plans doivent pourtant présenter la façon dont les pays vont mettre fin à leur dépendance ou à l'énergie fossile qui nous maintient en otage, et remplacer ces énergies par des sources renouvelables pour un avenir sain pour nos économies et notre avenir à tous. Afin de prospérer, nous devons investir des milliards de dollars dans le financement climatique, notamment pour l'adaptation et les pertes et les dégâts. Nous avons bien entendu les promesses, mais ces promesses ne nous permettent pas de retrouver les terres que nous avons perdues. Cela ne nous permet pas de protéger nos mangroves, de protéger nos hôpitaux, nos écoles face à l'élévation du niveau de la mer, ou préserver nos cultures si étroitement liées aux océans. Pour cela, nous devons compter sur des financements. Il est grand temps que le monde des pays riches honore ses engagements et fournissent les financements là où ils sont les plus nécessaires. Alors que nous approchons de la COP30, toutes les nations doivent honorer leurs promesses et réagir face à cette catastrophe climatique. Nous devons combler le gouffre d'1 millier de milliards de dollars en matière de financement climatique, surtout pour l'adaptation. Nous devons adopter des plans plus robustes qui nous permettront de renoncer à l'énergie fossile et de réduire de moitié les émissions internationales pendant cette décennie. Madame la Présidente, toutes ces difficultés sont profondes et avec nos voisins du Pacifique, nous sommes confrontés au fardeau des maladies non transmissibles. Le diabète, les maladies cardiaques et d'autres maladies non transmissibles sont parmi les premières causes de décès prématurés, mettent sous pression nos systèmes de soins de santé et hypothèquent notre résilience économique. Cette crise est le reflet des inégalités internationales et des difficultés locales. Cette crise témoigne de la nécessité d'adopter des partenariats insulaires de grande ampleur pour que nous réalisions les droits fondamentaux à la dignité et aux soins de santé de nos populations. Madame la Présidente, en tant que petite nation, les événements à l'autre bout du monde sont malgré tout pertinents pour nos côtes. Qu'il s'agisse de l'occupation en 2014 de la Crimée, de l'agression russe contre l'Ukraine, qui foulent les fondements du droit international et qui font sombrer le monde dans des tensions politiques accrues. La reddition de comptes doit être garantie pour tous. Nous devons compter sur la mise en œuvre des responsabilités pour régler cette crise. Nous devons surtout compter sur l'Ukraine, alors que les îles du Pacifique sont de l'autre côté de la planète. Nous sommes particulièrement intéressés de voir comment les démocraties les plus petites et les plus vulnérables sont traitées par les plus grandes puissantes. Nous estimons qu'un Conseil de sécurité de l'ONU plus efficace est nécessaire. Les îles Marshall comptent sur le Japon et l'Inde, entre autres, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Madame la Présidente, la nation insulaire de Taïwan a été systématiquement exclue de grands événements internationaux au sein du système des Nations Unies, malgré son rôle en tant que partenaire des îles Marshall et du monde pour la mise en œuvre des ODD, la coopération technique et la promotion de la paix régionale. La résolution de l'Assemblée générale 2758 a été présentée de façon erronée comme le consensus en faveur d'une seule Chine.
Il s'agit là d'une tromperie. Cette résolution traite d'un panonçon à l'ONU, mais ne justifie aucune mesure de coercition ou de saisie du contrôle souverain d'une nation démocratique indépendante. Le secrétariat de l'ONU doit mettre fin aux pratiques discriminatoires imposées aux détenteurs de passeports taïwanais, y compris des journalistes. Tous les États membres doivent comprendre que ces pratiques, influencées par des mesures politiques, sont justifiées par une présentation erronée de la résolution 2758 et ne sauraient se justifier et ne sauraient non plus justifier l'invasion ou des mesures coercitives contre Taïwan. En 1961, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, s'exprimait face à cette salle et disait que l'ONU serait soit à la hauteur des défis de notre époque ou disparaîtrait dans le vent sans influence, sans force et sans respect. Il décrivait l'ONU comme étant deux forces, l'une se composant de ceux qui tentent de créer le monde tel qu'il est décrit aux articles 1 et 2 de la Charte, et l'autre souhaitant un monde bien différent qui s'apprête cette organisation. Madame la Présidente, la menace de la guerre nucléaire qui pesait sur le monde en 1961 perdure jusqu'à présent. Et l'ampleur est bien plus grande. Lorsque le président Kennedy s'exprimait en 1961, nous ne connaissions pas bien les changements climatiques. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un vaste éventail de risques immenses. Chacun de ces risques est de mauvais augure pour l'avenir de notre monde. L'espoir que nous préservons pour les générations de demain est de concrétiser notre vision de multilatéralisme et de paix entre nations. Je vous remercie. Je tiens à remercier la présidente de la République des îles Marshall.